Il y a eu les élections présidentielles au Togo et la CENI a récemment proclamé les résultats 24 heures après les élections. Alors avec moi, nous allons décrypter et les confrères qui sont avec moi, Arnaud Deguenon, bonjour Arnaud, bonjour, et Mathurin Samaritano, bonjour. Bonjour. Alors bienvenue dans cette émission de décrypage. Je vais commencer par Arnaud Deguenon. Oui. Quel est votre regard d'observateur de cette élection présidentielle au Togo? Ah oui, merci beaucoup Modeste. C'est une élection sans suspense. On devait s'attendre à ce que Yacine fils puisse continuer dans la même direction. Et comment comprendre que la CENI a donné comme suffrage 72%? Ouais, c'est possible qu'il ait gagné avec 72%. Oui, ça pose beaucoup d'inquiétude. On peut se poser beaucoup de questions par rapport à ce pourcentage. Et de l'autre côté, on voit 18%. L'écart est déjà significatif. Oui, mais on a vu dans beaucoup d'autres élections, en Afrique, peut-être ailleurs, que l'écart ne pose pas vraiment le problème. Oui. Mais c'est parce qu'il y a déjà eu un certain enjeu. Bon, voilà. Certains se disent, bon, il n'y a plus trop d'enjeux dans cette élection. Lorsqu'on fait un petit retour en arrière, depuis 2017, 2018, il y a eu beaucoup de contestations. Le peuple, à un moment donné, en avait marre. On se disait, bon, cette fois-ci, ça va donner quelque chose. Mais de l'autre côté, l'appareil étatique de Yacine Bey, la dynastie Yacine Bey, a bien su faire les choses pour mettre les choses en place pour tenir, parce qu'on voyait déjà le danger venir. Certains se disaient que, bon, vu la mobilisation qui a été lancée depuis 2017. Alors, Mathurin, dites-nous, vous, en tant qu'observateur de la vie politique togolaise, vous pensez que ce résultat est biaisé aussi? Non, pour l'instant, on ne pourrait pas parler de résultat biaisé, parce que de toute façon, c'est la Commission électorale nationale indépendante CENI qui est habilitée à donner les résultats, et elle l'a fait. Maintenant, à nous de faire notre analyse. Mais ce qui est un peu plus flagrant dedans, c'est l'écart. Comme le disait mon confrère Nouteguenon, c'est l'écart. Quand vous voyez la manière dont la campagne électorale s'est déroulée, quand vous voyez les moyens mis à disposition par les différents états-majors politiques, quand vous voyez l'ambiance qui a prévalu, surtout au niveau de l'opposition, on ne s'attendait pas vraiment. Ce n'est pas la victoire de Faure Gnassingbé qui pose problème, non. Nous ne sommes pas à cette étape. Mais c'est l'écart entre les deux candidats. On ne s'attendait pas peut-être à un coup KO, comme le disent les gens. Là encore, et voilà. je m'en tiens encore au communiqué de l'ANC, le parti de Jean-Pierre Fabre, qui est arrivé 3e. Mais Jean-Pierre Fabre a annoncé que Agbeyome et Faure Gnassingbé sont venus en tête. Donc, quand on voit de manière oui, mais Jean-Pierre Fabre, c'est quand même un candidat et membre de l'opposition. C'est un candidat membre de l'opposition, mais ce n'est pas ici une opposition unique que ça. Voilà. Donc, quand il sort les résultats bruts et qu'il annonce quelqu'un en tête à plus de 50% ou à plus de 47%, qu'on revient finalement à 18% pour cette personne, franchement. Encore que l'annonce de Jean-Pierre Fabre n'est pas une parole d'évangile. Mais ce qu'il faut retenir toujours par rapport à Jean-Pierre Fabre, ne l'oublions pas. Il était là en 2010. Il a été battu. Il a contesté. 2015, il était là. Il a été battu également. Il a contesté les résultats. Donc cette fois-ci, si lui-même va au-devant de la scène pour dire, ah, voilà mes deux challengers qui sont devant moi, déjà, c'est un indice à ne pas négliger. Et de l'autre côté, à ne pas négliger, on va évoluer un peu dans les débats. On va évoluer dans les débats. Alors que dire c'est vrai, il y a eu un coup KO. Certains s'attendaient peut-être à un second tour pendant cette élection et tout. Mais bon, que dire de la réaction de l'opposant dont on parle, Agbeyome Kodjo? Alors, que dire de sa réaction qui, finalement, depuis le début, s'autoproclamait victorieux et finalement a dit, oui, je suis le président démocratiquement élu. Et récemment même, il a annoncé aujourd'hui qu'il formerait un gouvernement, qu'il a nommé Premier ministre et tout. Alors, que dire de sa réaction? Je pense que c'est toujours la réaction
qu'ont eu les autres opposants avant lui, il faut remarquer que l'histoire politique du Togo a toujours été singulière en Afrique de l'Ouest. Il n'y a jamais eu d'alternance pacifique. En tout cas, et chaque fois, c'est la même réaction. Donc, apparemment, il continue dans la même direction. Donc, je pense que on va crier, le peuple va descendre dans la rue et après tout va revenir à la normale. Ce n'est que ce qui se dessine. D'accord, ouais. Mathurin. Alors, il a décidé de s'autoproclamer président. Vous pensez que c'est la meilleure solution? Non, même si démocratiquement, ce n'est pas l'option qu'il faille adopter. Je pense que là, il est face à une situation où il se dit peut-être que c'est le moment de revendiquer la victoire. Vous savez, certains pays l'ont fait. On a vu l'opposant Fayoulou qui revendique la vérité des urnes depuis 2000. Oui, mais depuis il est toujours là et tout le monde a reconnu quand même il n'a pas eu. Il y a encore d'autres cas. Oui, il y a Jean-Ping au Gabon. Ils sont toujours réclamés. Voilà. Ici, au Togo, je pense que c'est quand même une première où un opposant s'autoproclame président et qui annonce encore la formation d'un gouvernement. C'est pourquoi je continue de mettre un peu de doute par rapport à ce qu'on nous a sorti comme résultat. Et on espère peut-être que ça va changer au niveau de la Cour constitutionnelle. Parce que si entre-temps l'opposant n'a pas de preuves et que lui-même il sait intérieurement qu'il a été battu KO, je ne crois pas qu'il serait en train d'adopter cette posture. Et là encore, ajouter que Agbeyomi Kodjo Mensah n'est pas quand même une personnalité à négliger. Il fut président de l'Assemblée nationale, il connaît la loi, c'est un homme d'État. Il fut premier ministre. Franchement, mais est-ce que tout cela peut augurer du fait que, bon, parce qu'il a été battu, il peut contester, s'autoproclamer président? Nous je crois dans tous les pays où ça a été fait, je crois que ça n'a jamais fonctionné. Mais pourquoi ne pas changer de stratégie? Non seulement, si vous permettez, non seulement ça n'a jamais fonctionné, mais pour le cas du Togo, ça ne va pas fonctionner. Pourquoi? Carrément. Hein, Carrément, ça ne va rien donner. Oui. Premièrement, ce n'est pas pour la première fois qu'on conteste. Maintenant, deuxième chose, les opposants en face un appareil étatique bien établi. L'armée toujours fidèle, ne l'oublions pas. Et autre chose, ils sont allés en rang dispersé. Donc, on ne faut pas s'attendre à ce qu'il y ait d'autres opposants qui viennent s'allier. Justement, je vais dans votre sens. Vous pensez que c'est le fait que l'opposition soit allé en rang dispersé qui est le problème, le socle, même la base même du problème aujourd'hui de Agbeyomi? C'est un des socles. Pourquoi? Monseigneur Philippe Podro s'est toujours battu, a œuvré pour que l'opposition présente un seul candidat. Mais visiblement, ils n'ont pas encore compris que face à un fort, face à une dynastie en place depuis un demi-siècle, il faut se ranger pour s'organiser. Regardez, on va un peu en arrière depuis 2017 pour voir, lorsque les manifestations ont commencé, les contestations, est-ce qu'ils ont pu définir leur objet, leur revendication? Si, ils ont défini une revendication. Ils ne voulaient plus de Yassimbe. Maintenant, vous ne voulez plus de Yassimbe. Quelle est la feuille de route? On descend dans les rues et c'est fini. En réalité, il n'a pas sorti une idéologie. Voilà, finalement, ça s'est éteint. Donc, ces revendications, il a voulu nommer un premier ministre ou bien il a nommé un premier ministre, c'est épidémique. Vous allez voir la suite tout à l'heure, ça va encore s'éteindre. Oui, justement, en parlant, vous avez sorti tout à l'heure de l'expression des observateurs et tout. En parlant de ceux qui sont allés, des observateurs qui ont suivi cette élection, et vous pensez que leur silence aussi aujourd'hui donne un certain pouvoir au gouvernement qui a annoncé la victoire à la CENI plutôt, qui a annoncé la victoire du président Faure? Pour l'instant, on ne pourrait pas dire que les observateurs restent ou se maintiennent dans un silence donné, mais il y a encore du temps pour que les missions d'observation sortent pour quand même nous livrer les premières impressions. Oui, mais 24 heures, hein, 24 heures. Oui. Est-ce que c'est suffisant pour donner des résultats approximatifs? C'est ce que j'essaie d'expliquer. Au fait, il y a par exemple la CNSAT qui s'est déjà prononcée et qui a dit
qui a d'ailleurs salué un scrutin transparent et crédible. Vous voyez, donc ça continue. L'autre chose... Et je rappelle que la scène, ça c'est la communauté des États sahéliens. C'est pour dire aussi que ce soit la CEDEAO, l'Union africaine, même les organismes internationaux, d'ici là, ils vont tous se prononcer et on verra ce qu'ils vont dire. Mais je voudrais quand même revenir sur les propos de mon confrère. Je ne suis peut-être pas d'accord avec lui quand il dit que la posture de Kojo Agbeyomi, mais ça ne va rien donner, je ne crois pas. Vous savez, nous sommes peut-être, mais on s'est mis dans la tête qu'au Togo, ça s'est toujours passé comme ça. Mais l'élection de 2020 au Togo n'a pas pratiquement les mêmes enjeux qu'il y a de cela 2 ans, et il y a de cela 5 ans, ou il y a de cela 10 ans. Nous sommes dans une nouvelle, c'est-à-dire l'avènement d'une nouvelle constitution où Faure Gnassingbé d'abord s'est présenté comme quelqu'un qui va à un premier mandat normalement, avec la nouvelle loi. L'opposition en face est dans une certaine stratégie. Nous, on pense peut-être qu'elle a mal agi en allant rang dispersé, mais espérant peut-être un second tour. C'est pourquoi je continue de dire la méthode qu'adopte actuellement l'opposant Kojo Agbeyomi pourrait paraître anodine, mais loin de là, ça pourrait aussi déclencher. Donc, selon vous, vous pensez que M. Faure, le président, enfin, selon la CENI, le président élu, KO en plus, qui a battu Agbeyomi KO, dirait, bon, finalement, c'était une erreur et vous êtes allé au second tour. Vous pensez qu'il dirait ça? Non, ça ne viendra pas de Faure, ça viendra des institutions. Et jusque-là, nous sommes avec des résultats. Nous en avons des résultats provisoires. Ok, et M. Arnaud, dites-nous aussi, c'est des résultats provisoires. Pensez-vous que la Cour constitutionnelle va entériner ces résultats? Est-ce qu'en Afrique, une fois, on a eu un cas où les résultats provisoires ont été contredits et ont donné le résultat inverse, même au Kenya, finalement, c'est toujours dans la même direction qu'on est allé. Donc, pour moi, on ne va rien espérer, je continue de le dire, parce que si déjà on donne les résultats provisoires, par la suite, c'est ça qui devient résultat officiel et on va maintenant à l'installation. Mais il y a eu un pays, je crois, un pays de la Corne de l'Afrique où la Cour constitutionnelle a quand même ordonné qu'on reprenne qu'on refasse les décomptes. Si. Donc, je crois que, bon, c'est un exemple. Parmi tant d'autres, je crois que le Togo aussi peut évoluer et faire... Ou carrément, bon, je sais pas. Ça serait vraiment une surprise agréable pour moi. Ah, vous pensez que ce serait une surprise agréable? Donc vous... Vraiment, D'accord, je vous comprends. Alors, et monsieur et Mathurin, alors quelles sont les perspectives? Qu'est-ce qu'on peut déjà entrevoir dans ce qui se passe actuellement au Togo? Vous pensez qu'il y aurait des mouvements de résistance, comme l'a appelé Agbeyomi? Il a appelé à la résistance, a fait sortir la vérité des urnes. Et ses propos ne sont pas... Ses propos sont clairs. Il a appelé le peuple à se soulever. Vous pensez que la population va suivre son appel? Oui, pour l'heure, il est trop tôt autant pour moi pour l'avouer. Mais... la logique d'Agbeyomi aurait quand même voulu qu'il évolue, qu'il le fasse comme vous l'êtes en train de le dire. Le peuple togolais a vraiment marre de la violence. Et je ne fais pas partie de ceux qui pensent qu'ils vont encore se mettre dans la rue, manifester. Non. Il faut peut-être attendre le verdict final. Donc vous pensez quand même, à travers vos propos, que le peuple ne va pas suivre l'appel lancé par... Quand je parle du peuple ici, c'est de parler vraiment de tous les Togolais. Et les militants de l'opposition vont toutefois se mettre dans la rue, ça c'est clair. Parce qu'eux, ils vont défendre leur candidat. C'est ça la logique. Mais le peuple, quand il parle du peuple ici, c'est pour une certaine mobilisation populaire. Je ne m'entends pas vraiment grand-chose. Pourquoi, monsieur Arnaud, pourquoi pas une mobilisation populaire? Ok, le peuple togolais a beaucoup souffert déjà. Lorsqu'on fait encore un retour en arrière en 2005 avec Gnassingbé père, c'était près de 500 morts dans le temps. Et c'est Gilles Christ Olympio qui combattait. Aussi et tout, avec ces morts, il n'y a rien eu, il n'y a pas eu de justice pour ces morts. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Gilles Christ est passé du côté du roi, à la table du roi. Bon, le roi entre griffes, c'est celui qui le dit. Et
c'est resté sous silence. En 2017, il y a eu beaucoup de morts. Il n'y a pas eu de justice. Et vous allez encore demander au peuple d'aller dans les rues pour quel résultat? Qui va en payer le prix? Donc, je vois que nous avons en face de nous un peuple meurtri qui est fatigué, mais qui n'a plus visiblement pas la force de prendre la rue pour obtenir satisfaction. Pourtant, les Togolais ont participé massivement à ce vote, malgré le fait que beaucoup de gens disaient il n'y a pas d'enjeu, le peuple ne va pas trop s'intéresser. Et si éventuellement on savait, ils se disaient bon, de toute façon c'est fort qui allait gagner, ils auraient pu s'abstenir. Ça s'est passé en Algérie où la population a trouvé que bon, de toute façon c'est les mêmes personnes qui viendraient et ils se sont abstenus. Est-ce que cela ne veut pas dire qu'en réalité, ils sont quand même allés voter pour faire un vote sanction contre l'un ou l'autre? Et c'est pourquoi j'ai déjà commencé par dire que cette élection de 2020 est différente des élections de 2005, de 2017, de 2015. On sent quand même l'envie de changer les choses. Ouais. Beaucoup de Togolais aujourd'hui crient à l'alternance politique. Il faut qu'il y ait alternance au sommet de l'État. Mais pour qu'il y ait alternance, vous ne pouvez pas rester coincé dans vos chambres pour avoir l'alternance au pouvoir. Donc les gens sont sortis massivement pour voter. Je crois, quand je m'en tiens aux chiffres de la CENI, c'est près de 112 voire 76% de Togolais qui sont sortis pour voter. Oui. C'est vraiment une participation massive. Maintenant, on espère vivement que ces voix ou bien ces votes exprimés par les Togolais, c'est-à-dire transfuge. Oui, mais vous avez parlé tout à l'heure de réformes, d'évolutions, mais il y a eu des évolutions. Il y a une élection à 2 tours, il n'y avait pas de présidentielle à 2 tours. Donc on a instauré quand même de présidentielle à 2 tours, même si aujourd'hui il y a eu un chaos provisoire, il y a eu un chaos quand même. Il a été aussi instauré et le vote des Togolais de l'extérieur et beaucoup d'autres choses qui ont été quand même faites de sorte que les Togolais puissent se sentir un peu plus à l'aise en société, dans la politique électorale. Oui. Vous ne pensez pas que c'est déjà un peu une évolution, une avancée? Oui, les choses évoluent. Il faut reconnaître que les choses évoluent. Et la belle preuve, on a dit que tout à l'heure, je disais que Faure Gnassingbé a compris qu'il a en face de lui un peuple qui est prêt pour l'alternance. Donc, il va falloir prendre la situation en main. C'est ce qu'il a fait. Si jamais il osait aller au second tour, c'est fini. Ah, ça, c'est vous qui le dites. Voilà. Donc, il faut reconnaître que les choses sont en train d'évoluer et le peuple est en train de prendre plus conscience de la situation. Maintenant, n'oublions pas que nous sommes dans un contexte également sous-régional où le peuple togolais voit ce qui se fait ailleurs. Tous ceux-là qui sont nés depuis 1963 n'ont connu que la dynastie Gnassingbé au pouvoir. Voilà, donc ça frustre. Dans tous les cas, la dynastie Gnassingbé au pouvoir, on peut toujours remarquer qu'il y a eu une certaine évolution, un certain changement entre Gnassingbé père et le règne, ou plutôt le temps de Gnassingbé fils au pouvoir. Il a encore la possibilité de se représenter encore. Ouais, donc on espère que cette élection, si la Cour constitutionnelle entérine les résultats, qu'il y ait un peu plus d'évolution. Vous pensez qu'il prendra cette nouvelle élection pour une certaine seconde chance pour améliorer encore ses résultats et améliorer aussi la situation socio-économique du pays? Ça serait compliqué parce que lorsque vous devez faire face d'abord à la contestation, régler les problèmes internes, la cohésion nationale, l'unité, le développement prend un coup. Et chaque fois après les élections, c'est ce qui se passe au Togo. Il faut unir les gens, il faut parler de paix, réconciliation. Maintenant, il faut faire peut-être gouvernement d'union nationale. Il faut faire de compromis. Ce qui fait que vous n'avez plus le courage de prendre des mesures idoines pour le plan économique. Et c'est ce qui va se passer. 15 ans, il a déjà prouvé ses limites. Normalement, c'est suffisant. Mais aujourd'hui, les indices disent que
le Togo a une hausse, une certaine stabilité économique qui n'est pas mal, Oui. Concernant les pays de la sous-région. Donc, oui. il aurait quand même essayé il a travaillé, il a un bon bilan, apparemment, économiquement. Mais toujours est-il que la pauvreté est encore au même niveau. Et ces mêmes indices qu'on ne ressent rien par rapport aux conditions socio-économiques. Voilà, il y a des efforts qui restent encore à faire. Qui restent vraiment à faire. Des efforts à faire, Mathurin. Vous pensez quel genre d'efforts le président, si la Cour entérine ses résultats, quel genre d'efforts pourrait-il faire pour améliorer la situation sociale, politique, économique et amorcer un nouveau développement ou une nouvelle façon de gérer le pays? Non, je ne crois pas qu'il y aura une nouvelle méthode de gestion ou bien de gouvernance. Faure Gnassingbé va s'inscrire dans la logique de continuité parce qu'il avait déjà un PND, un plan national de développement, qui depuis là est vraiment en progression. Il continue de chercher des financements à travers le monde. Ce qui pourrait peut-être changer, vu ce qui sortira finalement des urnes, si Faure Gnassingbé est élu président, définitivement élu président, il va continuer son plan de développement. Et ce qui est sûr, c'est dans tous les pays de l'Afrique qu'on constate qu'on dit tel pays est en avance, tel est en avance, mais les indices restent des indices. Ceux qui travaillent dans ces organismes-là n'ont pas vraiment, ils ne connaissent pas comment les gens vivent à l'interne. Sinon, on va dire que ces indices sont des indices un peu biaisés. Non, ça pourrait être biaisé. Ça reste des études. Ça pourrait être biaisé. Mais parce quand que on me présente le Togo comme le pays dans lequel il fait vraiment bon vivre, je dis non. Non, ben, ces indices disent quand même qu'il y a une certaine stabilité économique, comme dans toute l'Afrique, où on dit que l'Afrique a une certaine évolution économique et tout. Donc, vous pensez que ces indices sont biaisés, c'est ça? Ce n'est pas forcément que ces indices sont biaisés, même il y a une différence entre nous avons une croissance et nous avons maintenant une répartition de la croissance. Il y a une grande différence. Il y a une croissance, certes, mais est-ce qu'il y a une répartition? Est-ce qu'on a assez aux soins sanitaires? Est-ce qu'on a assez à l'école, à l'eau potable, à l'électricité? C'est les questions qu'il faut se poser. À combien de distance peut se trouver? Le nouveau président a cette obligation-là, à cette charge-là de travailler à ce que tous ces domaines-là s'améliorent. Il le savait depuis 15 ans. Oui, mais il travaille pour, apparemment. Les gens, enfin, il y a beaucoup d'indices qui ont donné et qui ont montré qu'il travaille pour, même si aujourd'hui, quand vous rentrez dans Lomé, il y a certaines infrastructures qui ont été réalisées depuis. Et bon, je crois que la capitale togolaise commence à donne une bonne image, et je crois que d'autres villes aussi sont en train de donner de bonnes images. Oui. Où cela est apparent. Non. Lorsque on présente des réalisations de pistes rurales, de routes, comme des indices, ça pose un problème. Là n'est pas encore l'enjeu. Quel est le taux de chômage? Combien d'entreprises il y a? Quelle est la situation des jeunes? On peut construire des routes. Beaucoup de questions. On peut embellir la ville. Mais est-ce que les jeunes ont l'emploi? Mais le président, pendant sa campagne, il a promis quand même d'améliorer comme tous les présidents le promettent pendant les campagnes. Voilà. Vous pensez qu'il ne tiendra pas sa promesse, Mathieu? C'est ce que je disais, ce serait une politique de continuité. Et Faure Gnassingbé, il faut reconnaître, il y a quand même eu des améliorations par rapport à la gouvernance générale. Gnassingbé, il y a des mains. Et par rapport au fils, je pense qu'il y a une nette différence. Il y a une nette différence. Alors, nous allons revenir un peu sur le fond de notre débat. Et est-ce que vous pensez que l'opposition, à l'étape actuelle des choses, se réunirait pour faire le combat, ou chacun resterait dans son coin, vu qu'on n'a pas vu beaucoup les autres candidats se prononcer. Voilà oui, je pense que c'est la suite des événements et aussi la posture de celui-là qui se dit aujourd'hui président élu. Je parle de l'opposant Agbeyomé. Ça dépendra de sa posture, et c'est à partir de là que les autres pourraient éventuellement s'allier à lui ou bien rester derrière lui, même si entre-temps la grande opposition réunit 6 candidats. Aujourd'hui, je pense que l'enjeu ne serait pratiquement plus le même. Arnaud, vous pensez qu'ils vont s'unir pour mener le combat
du second de Aguillaume? Je ne pense pas. La belle preuve, ils ne se sont pas prononcés jusqu'à présent. Deuxième aspect, il ne faut pas l'oublier, comme je l'ai dit, Faure Gnassingbé, il a maîtrisé la situation, si je peux le dire ainsi, et il saura faire déjà des alliances. Très vite, il va courir. L'opposition n'anticipe pas. L'opposition n'anticipe pas. Donc, soyez très sûr que l'opposition sera divisée. L'opposition sera divisée et comme elle est restée divisée pendant toute la campagne et pendant ces élections, il y a aussi candidats de l'opposition. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Merci de nous avoir suivis durant tout ce décryptage. Nous allons revenir pour d'autres informations. En attendant, la situation au Togo est calme et tranquille, même si certaines personnes appellent à la résistance, certaines personnes disent méfiez-vous et tout. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis et à très bientôt sur BeninWeb TV.